longue. D'abord, c'est pour remercier celles et ceux qui se sont exprimés. Je voudrais dire ceci. Je comprends très bien que Frédéric Rollet dit « Ne noircissons pas trop le tableau », parce qu'il y a des élèves qui réussissent, c'est indiscutable, des familles qui... Bon. Mais de ma vie et de ma vie d'homme passionné par l'école, j'ai choisi il y a longtemps d'en faire mon métier. J'ai été le ministre de l'Éducation nationale qui est resté le plus longtemps dans le siècle, je crois à une exception près de quelques semaines. J'ai donc vraiment beaucoup aimé ça et je crois avoir pendant ces années-là tissé avec le monde enseignant un lien qui, pour un enseignant d'une majorité dite de droite à l'époque, n'était pas absolument évident. Donc, et je dois dire que j'ai 4 enfants qui ont choisi l'enseignement. Donc, j'ai pour ma part apporté ma pierre à la question difficile du recrutement. Par passion. Mais je veux dire ceci, il ne faut pas qu'on se trompe. Le degré de découragement atteint aujourd'hui du côté des enseignants et du côté des parents à l'école est le plus profond qu'on ait jamais atteint. Si on ne dit pas ça, on ne dit rien. Les uns, les enseignants, parce qu'ils se sentent ciblés par des attaques qui sont aussi injustes que vulgaires sur l'exercice de leur métier. Je voudrais vous dire ceci. Il n'y a pas un de ceux qui disent que les enseignants ne travaillent pas, qui ne sont pas à la hauteur. Il n'y en a pas un qui tiendrait 1 heure devant une classe de collège normal. Et ils disent, ah mais ça ne suffit pas, ils n'en font pas assez. Moi, je voudrais qu'on m'explique comment un enseignant normal, dans une classe de lycée, peut enseigner 1 heure sans avoir le temps de préparation et de correction des copies, plus le temps des conseils de classe, plus le temps du renseignement des innombrables bulletins et autres. Franchement, l'idée que 18 heures d'enseignement ou 20 heures d'enseignement ou 15 heures d'enseignement dans les grandes classes, ça ne représente pas 35 heures de travail, c'est une idée blessante, affligeante pour les enseignants. C'est honteux. Et personne ne le dit. Moi, j'ai été très frappé dans une page du Monde sur l'évolution du Parti socialiste sur le métier d'enseignement. Ce qui était sous-jacent entre les lignes, tant c'est normalement un mouvement politique qui favorise ou qui s'inscrit dans la pensée dominante, croit-il, du monde enseignant, croit-il. Eh bien, l'idée dominante, c'est qu'on allait, comme on dit, changer la pratique, c'est-à-dire mettre la pointeuse, exiger 35 heures à l'intérieur de l'établissement, comme si c'était ça la solution aux questions. En réalité, les enseignants vivent ça comme un réquisitoire contre eux qui ne dit pas son nom et en face duquel ils n'osent pas se défendre. Et donc, il est juste qu'il y ait au moins une sensibilité politique qui dise qu'il y a là une profonde et blessante incompréhension et il faut les défendre. Et s'il n'y en a qu'un pour le dire, puisque les 2 autres grandes formations politiques ont l'intention de dire le contraire ou de laisser dire le contraire, ça sera nous et je trouve que c'est très important. Dans le même temps, il ne faut pas négliger le fait que les familles sont dans le même désarroi. Je n'ai jamais vu de ma vie autant de parents qui envisagent d'enlever leurs enfants de l'enseignement public pour le mettre dans le privé et autant de parents qui envisagent, Claire Mazeron l'a dit, le privé hors contrat. En disant, après tout, on fera les sacrifices qu'il faut quand ils peuvent, quand on a les moyens, bien sûr, parce que c'est payant. Mais pour qu'au moins, croit-il, parce que là encore, je crois que c'est largement discutable, mais croit-il, ils aient un enseignement qui ressemble à ce... Alors c'est tout à fait vrai, Jean-Paul l'a dit, que ça, c'est un projet de société qui est nourri et conçu depuis longtemps et porté depuis longtemps par ceux qui, on appelle ça chèque éducation, Alain Madelin a défendu ça depuis longtemps, avec des débats difficiles contre moi, parce que c'est quelqu'un qui est intelligent, mais je ne partage pas son point de vue, c'est l'idée que chacun va choisir son école. C'est-à-dire exactement le contraire de ce que nous avons voulu en République. L'idée qu'il y avait au moins une nation dans laquelle on allait forger le lien
fondateur du peuple citoyen par la transmission au moins du savoir. Et quand le SNES dit socialisation par les savoirs, la FSU socialisation par les savoirs, moi je pense que c'est formation du lien civique par les savoirs. La socialisation, ça compte, mais le projet de l'école, c'était ça. Projet incroyable, utopique, qui consiste à réaliser dans un lieu donné de la nation la devise de celle-ci. La liberté, ça s'apprenait, croit-on, à l'école. L'égalité, ça se pratiquait, croit-on, à l'école. La fraternité, ça s'illustrait, croit-on, à l'école. Ceci, c'est une chose très importante parce que ce désarroi-là, cette fuite-là, elle touche maintenant, vous ne vous trompez pas, non seulement l'enseignement public, mais aussi l'enseignement privé. En tout cas, moi, de ce que je vois, entends, observe autour de moi. Et l'angoisse est telle qu'ils font des sacrifices incroyables. L'angoisse des familles qui fait donner, qui se saignent aux quatre veines pour faire donner des cours particuliers aux enfants dans toutes les familles et dans tous les niveaux de la scolarisation, mais pour nous, pour notre projet social, pour notre projet républicain, c'est insupportable. Et donc, il y a en effet une politique à concevoir qui est une politique à la fois de défense de la vocation et de l'exercice du métier enseignant et de reconstruction de cette utopie, parce que c'est vrai, Paul, que l'école est une utopie pratique, utopie concrète, qui est celle de l'école. Moi, je donne une seule ligne. Je reconnais que c'est difficile. Et cette ligne, elle est d'autant plus difficile à énoncer que ça se fera, pardon pour tous ceux qui ont dit le contraire, ça se fera à moyen constant ou à peu près. Parce que ça sera déjà difficile de défendre avec acharnement les moyens constants, la protection, la sanctuarisation des moyens actuels de l'école. Je ne crois pas une seconde à toutes les annonces qui prétendent à la multiplication des postes comme d'autres prétendaient à la multiplication des pains. La situation du pays, d'autres assez sympathiques, hein, je n'y crois pas une seconde. Et je vais l'illustrer, au fond c'était le thème de la question qui était la mienne, par la réflexion de Claire Mazeron qui est absolument juste. Cette année, on a appliqué une nouvelle fois, depuis 4 ans, le 1 sur 2. Et donc, on n'a recruté que la moitié des postes des enseignants qui partaient à la retraite. Dans l'enseignement secondaire, il y en avait à peu près 16 000 qui partaient à la retraite, ou 17 000. On a donc créé 8 000 ou 8 500 postes. Sur ces 8 500 postes, il y en a 1 000 qu'on n'a pas attribués. Par constat des jurys, et pas mal intentionnés, pas malthusiens, pas poussés par le ministère, il y en a 1 000 qui n'ont pas été attribués parce qu'il n'y avait pas les candidats au niveau, et il n'est pas toujours le plus haut, au niveau exigible. Si on suit le plan que je défends devant vous, l'an prochain, au lieu de 8 000 dans l'enseignement secondaire, on en créera 16 000. Mais ça ne veut pas dire que la cohorte des candidats sera plus formée, capable au niveau que cette année, puisqu'il y en a 1 000 qu'on n'a pas réussi à livrer. Alors l'idée qu'au lieu de 16 000, il en faudrait 24 000 l'an prochain, c'est ça l'idée que défendent un certain nombre de mes amis, collègues, concurrents, partenaires, je ne sais pas comment on peut dire, dans cette élection présidentielle. C'est une idée mensongère. Ce n'est pas parce que vous mettrez 80 000 postes au recrutement l'an prochain que vous auriez plus de 8 000 candidats capables, puisqu'ils n'étaient pas là cette année. Et donc l'idée que, au lieu de créer des postes, il faut d'abord résoudre la question de l'attractivité du métier, il faut d'abord résoudre la question d'une nation qui soutient ses enseignants, il faut d'abord résoudre la question de l'exercice de ce travail. C'est une idée qui me paraît conciliable avec la période d'effort que la nation va devoir faire pour s'en sortir. Et je trouve que doubler le nombre de postes au concours de recrutement d'une année sur l'autre, ce n'est pas tout à fait rien déjà comme affirmation. Je finis par la dernière idée, celle au fond à laquelle je crois le plus.
Je vous rappelle, écrit La décennie des malappris il y a 20 ans exactement cette année. La décennie des malappris, on en a vécu 2, et je crois en raison de causes qui étaient assez justement analysées, que peut-être je n'ai pas su toutes changer. Bon, on a fait beaucoup de choses, mais pas assez. Je veux bien l'admettre. Il y a en tout cas un mouvement que je considère comme le plus risqué et le plus dangereux, le plus attrayant ou le plus facile, qui est le mouvement de constante acceptation de la baisse des exigences à chaque niveau. L'idée que ce qu'on n'arrive pas à faire dans le primaire, on le fera au collège, que ce qu'on n'arrive pas à faire au collège, on l'acquérera au lycée, que ce qu'on n'arrive pas à acquérir au lycée, on l'acquérera à l'université, ce qui revient à essayer de transmettre à l'université un certain nombre de choses qui relèvent du collège et peut-être même parfois, diront certains enseignants, de l'école primaire. Cette idée-là de démission en démission, c'est une idée qui a été extrêmement pernicieuse pour l'image et l'idée même et le climat qui règne à l'intérieur de l'éducation nationale. Mon idée, que je voudrais défendre devant vous, on aura le temps d'en parler, c'est au contraire le rétablissement de l'exigence de chaque niveau par rapport à ce qu'il a à transmettre, qui n'est pas si compliqué, qui n'est pas si difficile, qui est peut-être aujourd'hui défini comme trop abstrait. Moi, je suis d'accord pour dire que quand on donne à un enfant de 8 ans à apprendre l'absolutisme comme système socio-politique, je pense qu'on se trompe dans la définition des exigences. Mais en tout cas, je veux dire ceci, tant qu'on n'aura pas au collège des élèves qui entrent et qui ont les acquis nécessaires, on aura des classes déstabilisées, parce que comme Jean-Paul Brigelli le dit à juste titre, les élèves qui déstabilisent les classes, c'est des élèves qui sont déstabilisés eux-mêmes, et c'est le seul chemin qu'ils ont pour la reconnaissance. Ils n'en ont pas d'autre. Cette idée de remettre chaque niveau dans la pleine maîtrise des objectifs, des devoirs, des buts qui sont les siens, me paraît en tout cas une idée de reconstruction de l'éducation nationale et de reconstruction de l'image des enseignants, qui, au lieu de passer leur vie à être contraints à des démissions, seront au contraire pleinement rétablis dans leur vocation.